Monsieur Oulemou, merci beaucoup. Merci pour cette petite introduction pour accueillir la responsable de Génération NC, Nouvelle Génération, Nouvelle Humanité, des mots forts qui sont prononcés par ce jeune parti politique, un dynamisme, une certaine générosité, Nouvelle Génération, Nouvelle Humanité. Madame Nina Jullier, bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais avant toute chose vous remercier d'avoir accepté ce rendez-vous. Vous avez organisé cette semaine une conférence de presse. Depuis quelque temps, vous êtes sur la lancée, expliquez une nouvelle démarche, mais en même temps, ça va ensemble avec ce soutien au président sortant, mais nouveau candidat. Il y a d'abord eu cette déclaration qu'on a entendue hier, Monsieur Emmanuel Macron qui s'engage. Vous êtes à fond aussi dans cette dynamique-là. Effectivement, je fais partie avec Nicolas Metzdorf et d'autres élus de Génération du comité de soutien pour la réélection d'Emmanuel Macron, présidé sur le territoire par Sonia Lagarde. Vous savez, moi, Emmanuel Macron, je le soutiens depuis un long moment déjà, puisque avec Nicolas, on avait créé la Calédonie en marche en 2018, après sa venue sur le territoire au Théâtre de Lille. Et pour nous, pour cette jeune génération, je crois qu'Emmanuel Macron est le premier président de la République à avoir apporté une vision aux Calédoniens. Parce que depuis 30-40 ans, à chaque fois que les politiques en métropole parlent de la Nouvelle-Calédonie, tous les présidents qui se sont succédés, c'était toujours pour se demander comment ils allaient régler le problème calédonien. Donc la Calédonie a toujours été vue comme un problème qu'il fallait gérer parce que d'un côté on avait les indépendantistes, de l'autre les loyalistes, comment satisfaire les deux parties tout en conservant. Donc lui aussi, il nous a parlé d'organiser les 3 référendums de la sortie de l'accord, mais il a aussi proposé une vision aux Calédoniens et la Nouvelle-Calédonie n'était plus vue comme un caillou dans la chaussure, mais plutôt comme une opportunité pour la France, pour l'Europe, dans le Pacifique, de développement. Emmanuel Macron, il a compris que le futur mondial allait se dérouler dans le Pacifique, où il y a les 2/3 du PIB, où il y a une démographie qui explose, il y a la Chine pas loin, on a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des pays émergents, et il a compris que la Nouvelle-Calédonie était une opportunité pour lui, pour la France, l'Europe, d'avoir un point d'ancrage dans le Pacifique pour mettre en place une vraie politique avec nous, la Nouvelle-Calédonie, comme chef de file. Donc ça fait du bien de sentir qu'on n'est plus un problème, mais qu'on devient petit. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est derrière lui et qu'on souhaite poursuivre avec lui le prochain mandat, parce qu'il a une vraie vision pour nous. Cette vision à travers France 2030, vous qui êtes conseillère municipale, puisqu'on va parler du sujet de la mine, le suivi de Prony Ressources qui redémarre avec un nouveau format, ça vous convient en tant que biologiste, je veux dire, vous qui a un passé qui regarde aussi l'environnement? Je pense qu'aujourd'hui, le montage qui a été réalisé pour Prony Ressources est bénéfique pour les Calédoniens pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est qu'il y a ce principe d'ammodiation qui a été mis en place. Alors pour les auditeurs, l'ammodiation, c'est comme si on payait un loyer. Donc l'entreprise va payer un loyer à la province sud pour exploiter les terrains. Ça va être mis en place, la voter très très prochainement, et avec les cours du LME qui sont importants, la province sud va pouvoir bénéficier de ce loyer. Donc ça fait des sous qui rentrent dans les caisses pour mettre en place des politiques publiques en province sud. Et puis la deuxième raison, c'est que les Calédoniens sont majoritaires quelque part dans cette entreprise à 51%, puisqu'il y a une partie des capitaux qui sont une partie des actions qui sont portées par les provinces et l'autre partie par des Calédoniens, donc des salariés de l'entreprise. Et avec tout ça, on est monté à 51%. Donc pour ces 2 raisons, je pense que le montage qui a été trouvé est bien. Maintenant, il va falloir voir effectivement comment ça va prospérer dans le temps. C'est un modèle qui, à mon avis, va rapporter plus d'argent au territoire et donc on va pouvoir prendre en charge mieux notre environnement. Mais nous, on veut aller à Génération encore plus loin, parce que on considère que le nickel a toujours été un élément qui a divisé les Calédoniens, et c'est toujours une division entre indépendantistes et loyalistes. D'un côté, on avait les indépendantistes qui considéraient que le nickel devait apporter la preuve que l'indépendance était possible et qu'elle allait être financée par le nickel.
Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a aucune stratégie, que la stratégie elle soit loyaliste ou indépendantiste, mais il n'y en a aucune qui permet de dire qu'avec l'argent du nickel, on peut être indépendant et on peut s'autosuffire. Et puis de l'autre côté, il y avait les loyalistes qui s'inscrivaient en faux par rapport aux indépendantistes et qui s'affrontaient sur ce sujet-là. Nous aujourd'hui, maintenant que les référendums sont passés, on veut que le nickel soit vu comme un élément qui nous rassemble. Le nickel, c'est l'or vert, c'est 25% des ressources mondiales. Ça doit être considéré comme un élément fédérateur. Et on ne peut plus dire il y a le nickel du Nord, le nickel du Sud, et les pauvres mecs des îles, ils ont rien. Il y a le nickel des Calédoniens. Et pour que les Calédoniens qui sont propriétaires de ce nickel puissent en bénéficier, il faut qu'on mette en place une fiscalité dont les recettes vont aller dans la poche des Calédoniens directement. C'est pour ça qu'on a proposé de mettre en place cette taxe à l'exportation sur les minerais bruts, une taxe qui serait calculée en fonction du cours du LME, en fonction du taux de nickel contenu dans les minerais. Et les recettes, on a fait le calcul, on pourrait aller jusqu'à 3 milliards de recettes par an avec un cours du LME à $20 000 la tonne. Vous voyez, $20 000 la tonne, c'est pas du tout exagéré puisqu'aujourd'hui on est sur des cours à 35 000. Eh bien, les recettes générées par cette taxe, 3 milliards directement dans la poche des Calédoniens tous les ans. 3 milliards divisé par 280 000 habitants, ça fait à peu près 10 000 francs par personne. Petite famille de 4, 40 000 francs qui rentrent à la fin de l'année. C'est un moyen de dire aux Calédoniens, ce nickel, il est aussi à vous. Donc c'est normal que vous en ayez des bénéfices. Et puis c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour le pouvoir d'achat, on vous laisse pas tomber. Cette proposition-là, ce n'est pas seulement une idée, mais c'est quelque chose qui, au niveau de Génération INC, quelque chose qui peut être posé sur la table pour les élus, pour dire concrètement, il y a des solutions qui sont là quand le pays va mal au niveau de ses finances. Ça fait 1 an et demi qu'on défend cette proposition. On en avait fait part également au ministre des Outre-mer, on a envoyé un courrier au président de la République. Au niveau du gouvernement, il y a un texte qui a été validé d'ailleurs par les membres du gouvernement, qui est aujourd'hui au Congrès, qui vise à créer cette taxe à l'exportation. Maintenant, là où il va y avoir des discussions au Congrès, c'est quelle formule de calcul pour calculer cette taxe, pour qu'elle ait le meilleur rendement possible, mais qu'elle pénalise pas également les entreprises qui exploitent le nickel quand le cours du LME est bas. Nous, on propose qu'il y ait un plafond en dessous de 11 000 $, la tonne, par exemple. Il n'y a pas de taxe. Comme ça pénalise pas les entreprises. Et puis, il faudra qu'on débatte aussi sur les recettes, à qui elles vont bénéficier, parce qu'aujourd'hui, nous, on souhaite que ça bénéficie directement aux Calédoniens, et d'autres préfèrent que ce soit injecté dans les collectivités. Le problème, quand on a une fiscalité qui alimente les collectivités, c'est que les Calédoniens ne voient pas directement qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, évidemment, ça va alimenter des infrastructures, ça va nous permettre de mettre en place des aides sociales, mais les Calédoniens voient pas directement le lien entre ce qu'ils ont payé comme impôt et ce qu'on en a fait derrière. Alors que là, ça serait une façon symbolique de leur dire, le nickel, il appartient à tout le monde, on veut que tout le monde en bénéficie, et donc cet argent, on va vous le redistribuer chaque année. Même si c'est symbolique, on a bien conscience que 10 000 francs par personne, c'est pas non plus ce qui va permettre à une famille de vivre. Mais au moins, on aura dit aux Calédoniens, ça appartient à tout le monde et ça va bénéficier à tout le monde. Au niveau de Génération, c'est quand on dit pollueur, payeur, ça fait écho au niveau de l'impact au niveau de l'environnement. Quelle réflexion vous portez sur les impacts au niveau de l'environnement de toutes nos différentes exploitations? Alors que moi, quand on me dit on va faire une exploitation du nickel plus verte, non, il n'y a que le nickel qui est vert. Une exploitation du nickel plus verte, ça n'existe pas. Une mine, c'est à ciel ouvert, on gratte les montagnes, c'est forcément impactant pour l'environnement. On peut limiter les dégâts, mais une activité minière, ça va toujours impacter l'environnement. Donc après, il y a plusieurs façons de corriger. On va essayer de corriger, donc on reboise, mais il faut de l'argent pour reboiser. Donc on peut mettre en place des mesures de compensation, c'est ce qu'on essaye de faire au travers, vous savez, des prescriptions ICPE. Donc on essaye de prescrire des surfaces
pour les industries qu'elles doivent replanter. Après, vous connaissez la sensibilité de notre endémisme. C'est très compliqué de reboiser avec des espèces locales parce que c'est des espèces à croissance lente. Les sols sont très particuliers. Donc, on va réussir un minimum à compenser les dégâts qu'on a faits, mais on n'arrivera jamais à retrouver un couvert végétal comme on connaissait avant. Ça, c'est l'impact sur les végétaux, mais il y a aussi l'impact sur les cours d'eau. Là, on vient de subir de grosses pluies. Vous avez vu la couleur des rivières. Enfin, les Calédoniens, ils supportent plus de voir ça, ils adhèrent plus. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quand même un retour, et il faut que d'une part, le Calédonien ait un retour sur son patrimoine, et il faut également qu'on mette une autre fiscalité pour protéger l'environnement. Par exemple, en province sud, c'est ce qui pourra se faire avec la location des terrains miniers, le fameux principe d'ammodiation. Et il y a aussi une réflexion sur une taxe à l'extraction, cette fois-ci, qui pourrait alimenter un fonds pour les générations futures ou qui pourrait aider les communes à préserver davantage l'environnement. Mais c'est sûr qu'on est confronté à une problématique en Nouvelle-Calédonie, c'est que d'un côté, on tire notre principale richesse de la mine aujourd'hui, mais que parallèlement, on a un environnement qui est extraordinaire, 4e hotspot de biodiversité, et qu'on sait que demain, la richesse du pays, c'est l'environnement. Donc on se doit de continuer à avoir une activité minière raisonnée, parce qu'aujourd'hui ça apporte de l'emploi, ça apporte des ressources pour le pays, mais de l'autre il faut faire très attention à préserver notre environnement, parce que quand il n'y aura plus la mine, il nous restera que ça à nous les Calédoniens et à nos enfants pour tirer des richesses. Donc il y a vraiment une importance à mettre des budgets dans l'environnement. Et si je peux continuer sur le sujet, il y a aussi, et c'est ce qu'on propose dans le futur projet institutionnel de la Calédonie, il y a aussi des politiques publiques cohérentes à mettre en place. Aujourd'hui, il y a 3 codes de l'environnement. Comment voulez-vous qu'un opérateur industriel, une activité minière, puisse s'y retrouver quand on a un code minier à l'échelle du pays ? On a un code de l'environnement à l'échelle des provinces. On doit négocier aussi au niveau de la DIMINC, qui pour une partie est sous tutelle de l'État. Donc à la fin, ça devient mais complètement illisible. On ne sait plus à qui s'adresser, on ne sait plus comment remplir ces dossiers administratifs. Et forcément, c'est incohérent. On a les industries, elles savent plus vers qui se tourner. Donc on peut comprendre aussi que ce millefeuille administratif et réglementaire empêche d'avoir une politique efficace. Nous, on souhaite qu'il n'y ait qu'un seul code de l'environnement à l'échelle du territoire, qu'il y ait les mêmes règles pour tous. Ensuite, qu'au niveau du terrain, on adapte nos modes de surveillance, qu'on envoie sur le terrain, qu'on mette aux 4 coins de la Nouvelle-Calédonie des brigades de gardes champêtres pour surveiller l'environnement, pourquoi pas, mais que la réglementation, elle reste la même. On peut pas dire le trocat de province nord, vous pouvez le pêcher à 9 cm alors que celui de la province sud, c'est entre 9 et 12. On peut pas dire les requins, bulldog et tigres, ils sont protégés en province nord, province des îles et dans les eaux territoriales, et puis on peut les tuer en province sud. Enfin, tout ça, ça a pas de cohérence sur un petit pays de 280 000 habitants. Donc on peut faire des économies en réduisant ce millefeuille. Nous, on pense que ça doit passer par la suppression des provinces, mais on aura également des politiques beaucoup plus cohérentes et on pourra beaucoup mieux protéger l'environnement. En parlant de suppression de provinces, vous touchez aussi à un élément fondamental, la place des fonctionnaires du coup in fine. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir redéployer tout le personnel qui est actuellement au niveau de chaque province ? Vous savez, moi j'entends beaucoup aujourd'hui les fonctionnaires qui sont dans les administrations, je parle pas des enseignants et du personnel médical, mais tous ces fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans les services, dans les bureaux, comme il n'y a pas de sous dans les collectivités. Mais vous savez, les fonctionnaires, il y en a beaucoup qui se demandent mais qu'est-ce que je fais là ? Parce que j'ai pas les moyens de travailler. Donc non seulement on a des dizaines de directions, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, entre les provinces, le gouvernement, on a 80 directions. 80 directions. Alors qu'à Tahiti, ils en ont 15 pour le même nombre d'habitants. Donc 80 directions avec beaucoup de fonctionnaires à qui on ne donne pas les moyens de travailler, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc quel sens ces gens-là donnent à leur emploi ? Donc il y a effectivement
trop de fonctionnaires. On est à 115 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors qu'en France, on est à 90. À Tahiti, on est à 50 fonctionnaires pour 1000 habitants. Ici, on est à 115. Donc, il y a des efforts à faire sur le long terme. Ça ne veut pas dire que demain, on va supprimer des emplois. Ça veut dire simplement que, on ne remplace plus les départs à la retraite, par exemple. Donc on a une politique de rationalisation des emplois, mais également on retrouve des financements et on redonne du sens au travail des fonctionnaires. C'est ça le projet qu'on porte au travers de la suppression des provinces. Vous savez, ce projet, il y a un objectif politique, parce que supprimer les provinces, ça veut dire indépendantistes, loyalistes, maintenant mettez-vous d'accord pour gouverner ensemble, répartissez-vous le pouvoir au niveau du gouvernement, mais arrêtez de rester chacun dans votre province avec votre électorat, rassemblez les gens, donc il y a un objectif politique de vivre ensemble et de nous rapprocher les uns les autres, et puis il y a un objectif financier et économique. Vous savez, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, elle est endettée à 200%. 200%. Là, c'est des dettes pour les 50 prochaines années pour nos enfants. Hier, j'étais en conseil municipal du Mont-d'Or. En 3 ans, on est passé d'un endettement de 139 000 francs par habitant du Mont-d'Or à 159 000. Donc aujourd'hui, chaque Mont-d'Orien, juste pour la commune, il est endetté à 160 000 francs par an. Donc l'endettement, il est trop important aujourd'hui. Le modèle dans lequel on évolue, il n'est pas tenable. Il a certes répondu à une volonté politique à l'époque parce que il y avait une quasi-guerre civile, mais aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui est métisse, qui a envie de construire ensemble. Donc il faut qu'on revoie ce modèle pour qu'il soit plus efficace et qu'il nous coûte moins cher. Pour nos auditeurs qui viennent de se joindre à nous, nous sommes avec Madame Nina Julier de Génération NC. Nouvelle génération avec cette audace, ce courage de poser sur la table des vraies questions qui concernent notre société. Le courage aussi de dire, d'aborder pour l'instant le modèle. Vous parlez de modèle. Il faut revisiter ces différents modèles dans les discussions institutionnelles qui nous attendent. Oser poser sur la table, mais en même temps, vous êtes aussi force de proposition chez Génération NC. Oui, exactement. Là, on a proposé il y a 1 mois notre réflexion sur le projet institutionnel qu'on portera dans le cadre des discussions pour un 4e référendum de projet, le futur statut qu'on proposera aux Calédoniens. On est dans une période là où il y a des présidentielles, il va y avoir des législatives. C'est la bonne fenêtre, c'est le bon moment parce qu'il y a un débat démocratique et c'est bien que chaque sensibilité politique puisse présenter aux Calédoniens le projet qu'il a travaillé. Et vous savez, nous, le projet qu'on propose, c'est pas quelque chose qu'on a fait dans notre coin à 4 ou 5, non. On a fait une consultation de nos adhérents, on a fait une consultation de la société civile et on a construit ce projet avec eux. Il y a d'autres projets. Je prends par exemple la partition. Ceux qui disent non, mais vous voyez bien, on est divisé et on n'y peut rien. Donc il y a une forme de résignation. Puisque c'est comme ça, on va couper la Calédonie et puis chacun restera de son côté. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on voit la Calédonie tous ensemble. On considère qu'on est d'abord calédonien avant d'être kanak, métro, vietnamien, tahitien. On est d'abord des Calédoniens. Et si on force pas ce vivre ensemble, si on met pas des outils institutionnels, des politiques publiques en place pour construire ce vivre ensemble, on n'y arrivera pas. Et ces 30 dernières années, le schéma institutionnel, notre façon de fonctionner a fait qu'on est resté chacun de notre côté. Et puis en plus, on savait qu'au bout, il y allait avoir des référendums et qu'il faudrait choisir notre camp. C'était soit oui, soit non. Et donc on est resté dans notre couloir. Les uns ont voté oui, les autres ont voté non. Et on n'a pas eu de moyen de se rapprocher, quoi. Et nous, on veut plus ça maintenant. Ça y est, c'est derrière nous. Je sais que les indépendantistes, aujourd'hui, nous disent on reconnaît pas le 3e référendum et on en veut un 4e binaire, mais nous on peut pas accepter ça parce ça y est, on en est sorti. On a envie de leur dire mais ça y est, faut avancer maintenant. On va pas encore refaire un 3e référendum pour encore s'affronter, pour encore se diviser. Le pays, il est endetté, on n'a plus de sous, la vie chère. Il y a des gens qui vont aller manifester, mais moi je les comprends. Vous vous rendez compte, augmentation du prix de l'électricité, augmentation de l'essence. Vous avez vu quand on va faire les courses. Mais moi je suis élue, j'ai un salaire qui rentre, une indemnité qui rentre
rentre tous les mois. Et c'est vrai, les gens ont raison de dire que l'indemnité des élus est confortable. Mais même nous, on regarde les prix quand on va faire quand on va faire les courses. Donc j'imagine les gens qui touchent le SMIC ou les gens qui n'ont pas d'emploi. Mais la vie, elle est insupportable aujourd'hui. Et que fait le gouvernement? Il vote encore une augmentation de taxes. Ça, c'est pas possible. Et si on repousse encore les échéances parce qu'il faut encore faire un référendum, mais il y a plein de familles qui vont rester sur le carreau. Et ça, nous, on veut plus. On dit laissons ça derrière nous, construisons ensemble autre chose. Nous, on propose la suppression des provinces, mais s'il faut proposer autre chose pour qu'on puisse vivre ensemble, eh ben on ira dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est qu'on soit ensemble pour affronter les défis de demain et qu'on soit plus fort. J'aimerais revenir sur cette hausse de la facture électricité pour parler de la SLN Eramet ou Eramet SLN, la doctrine nickel de génération. Et vous avez dit déjà une partie tout à l'heure que la ressource soit appartienne aux Calédoniens. Maintenant, sur l'augmentation, il y a un argumentaire qui est développé par le gouvernement en disant que l'Enercal, la facture d'électricité pour financer la SLN, la situation de l'Enercal, il est en difficulté. Est-ce que c'est une bonne raison d'impacter, du moins de faire répercuter ça sur les factures? Vous avez une autre lecture par rapport à résoudre le problème de l'Enercal? Écoutez, c'est pas une bonne solution d'augmenter la facture des Calédoniens en cette période. Pour vous donner une ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, en Calédonie, on paye 32 francs le kilowattheure. En métropole, c'est moitié moins. Donc non, on va pas augmenter la facture des Calédoniens. Il faut trouver un autre moyen d'aider Enercal, parce que oui, il faut que les Calédoniens continuent à avoir l'électricité. Bien sûr, c'est un besoin primaire aujourd'hui, mais pas en augmentant la facture. Il faut chercher des sources de réduction soit des consommations électriques. Vous savez, moi, quand j'étais présidente de l'Agence calédonienne de l'énergie, j'ai beaucoup travaillé sur la réduction des consommations et puis la fabrication d'une énergie moins chère, une énergie renouvelable. Donc là, c'est bien, on a une explosion des entreprises qui font du solaire, etc. Faut-il encore que les petits ménages puissent y accéder? Mais c'est pas en augmentant la facture des Calédoniens qu'on va régler le problème. Là, on va mettre vraiment dans la précarité de nombreuses familles. S'agissant de notre stratégie nickel, il y a deux choses, il y a deux principes sur lesquels on se base. D'abord, le nickel bien commun qui appartient à tous les Calédoniens, et puis la nécessité de construire une stratégie à l'échelle du pays. Aujourd'hui, il y a deux stratégies qui s'opposent et qui, du coup, finalement, empêchent la mutualisation des outils de production, la mutualisation des minerais, parce que on se fait la guerre entre les industries, etc. Mais à un moment donné, si on veut être compétitif sur le marché mondial, il faut qu'on ait une seule stratégie avec des entreprises qui coopèrent. Alors il me semble qu'aujourd'hui, il y a un début de dialogue entre les différents opérateurs, mais on peut aller encore plus loin en ayant une stratégie uniforme pour la Nouvelle-Calédonie. Et puis pour finir sur ce sujet, vous savez, avec la guerre en Ukraine, la France et l'Europe ont remis sur le tapis l'enjeu d'être souverain économiquement et d'être indépendant pour les ressources en matières premières. Le nickel fait partie de ces matières premières qu'il faut absolument sécuriser pour l'Europe, parce que derrière, il y a toute la filière de batteries électriques. Malheureusement, l'Europe aujourd'hui, elle est extrêmement dépendante de la Russie pour le nickel, mais également de la Chine pour la fabrication des batteries électriques. Nous, aujourd'hui, on a l'opportunité d'être français et européens et d'avoir 25% des ressources mondiales de nickel. Donc on a finalement, dans ce contexte qui est extrêmement difficile, la guerre en Ukraine, il y a peut-être une opportunité pour nous, dans un contexte difficile, de tirer notre épingle du jeu avec cette filière de batteries électriques qu'on pourrait construire en partenariat avec l'Europe et la France. Ça fait longtemps qu'on le dit à Génération.
Nous, on aurait souhaité, je vous le dis franchement, que la SLN se rapproche de Vale pour construire un géant minier dans le sud et avec ce partenariat avec Tesla, qu'on puisse construire cette filière batterie parce qu'on est persuadés, nous, qu'on pourrait sur le territoire fabriquer déjà quelques composantes de ces batteries électriques avec notre nickel et qu'on pourrait faire déjà de la transformation ici pour alimenter le marché des batteries électriques. Faut-il entendre dans ce que vous dites le déménagement de Doniambo pour aller à Prony? Nous, c'est ce qu'on avait, c'est l'hypothèse qu'on avait émise pendant la phase de négociation là de la vente de Vale et qui a été rachetée par Prony Ressources. La SLN aujourd'hui perd beaucoup d'argent. La SLN n'arrive pas à faire émerger son projet de nouvelle centrale pour baisser sa facture électrique, parce que vous aviez raison tout à l'heure, ce qui grève aujourd'hui le fonctionnement de la SLN, c'est le coût de l'électricité. Donc la SLN a du mal à avoir un modèle productif et il a un outil de production, la pyrométallurgie, qui est finalement complémentaire de celui du Sud, qui est l'hydrométallurgie. Et donc nous, on avait dit à la France, il y a peut-être une opportunité de rapprocher, puisque vous êtes propriétaire d'une partie de la SLN quand même au travers des ramettes, il y a peut-être une opportunité de rapprocher ces deux entreprises et d'en faire un géant de la mine et de pouvoir alimenter le marché des batteries électriques. Certainement que la situation va encore évoluer et qu'on défendra cette idée parce qu'il y a une vraie opportunité sur ce marché des batteries électriques et nous, on est propriétaires du nickel. Il faut surtout pas que les autres s'enrichissent et pas nous, quoi. Je vais revenir sur Prony Ressources. Il y a vous en tant que conseillère municipale et comme l'usine, il est basé sur la commune du Mont-d'Or. La question un aspect au niveau environnemental, le tuyau de l'eau qui est rejeté sur le côté de Yaté. Est-ce qu'il y a une réflexion, la mairie de Mont-d'Or, la mairie de Yaté, pour pouvoir valoriser au lieu de rejeter cette eau qui pollue le lagon? Est-ce qu'il n'y a pas dans vos réflexions pour pouvoir dire comment est-ce qu'on peut valoriser cette ressource-là qui est rejetée dans l'émissaire marin? Alors là, aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout connaissance d'une discussion entre le maire du Mont-d'Or et le maire de Yaté sur cet émissaire marin. Il me semble d'ailleurs que ça relève pas de leurs compétences, mais ça relève davantage de la compétence de la province sud. Mais encore une fois, vous voyez, là, il y a un problème de c'est toujours pareil, c'est à qui doit gérer. Hier, on nous a dit, par exemple, le gouvernement ne va plus financer le curage des cours d'eau, ne va plus vous donner la subvention à la mairie pour aller curer les cours d'eau. Mais c'est un gros problème, nous, au Mont-d'Or, parce qu'il y a quand même presque 50 familles là qui ont subi les éboulements à cause des cours d'eau qui débordent, les terrains qui absorbent plus la pluie parce qu'il a trop plu. Mais qui va gérer ça? Donc à chaque fois, on se retrouve sur le terrain, on appelle le gouvernement qui nous dit c'est pas nous, la Davar qui nous dit j'ai plus de sous, mais de toute façon le cours d'eau il est provincial, la province qui dit non mais bon là c'est plutôt à la mairie de gérer, et au final personne gère et on se retrouve avec des inondations. Et le lotissement de la Croix du Sud, vous avez entendu parler des gens qui sont contaminés parce que, alors on sait pas, mais on sait que c'est les inondations. Est-ce que c'est la steppe qui a pas fonctionné? Est-ce que c'est l'eau qui a été contaminée à cause des pluies? En tout cas, on a l'eau qui a débordé. Les gens, ils avaient de l'eau jusque à la porte de leur maison, même voire dans la maison. Et là, maintenant, la plupart des habitants sont malades. Vous voyez, on peut pas fonctionner comme ça. Qui est responsable de quoi? Donc là, il faut qu'on profite de l'opportunité d'échanger sur le futur statut pour réformer tout ça et le rendre plus lisible et qu'on soit efficace. Là, aujourd'hui, c'est pas efficace et c'est au détriment des Calédoniens. Je voudrais terminer cet entretien avec 3 rendez-vous de l'actualité et puis demander votre avis. Ce matin, le président Mapou va rencontrer le Sénat coutumier. Comment est-ce que vous voyez l'apport des coutumiers dans l'organisation du pays? Vous avez une approche particulière? On considère que le Sénat coutumier doit devenir le Sénat calédonien demain et que ce Sénat calédonien, il y aura un collège des coutumiers, mais qui devra voir plus large que les coutumiers kanaks. Et il y aura également le collège des acteurs économiques, c'est le CESE actuel, plus le collège social, plus le collège des jeunes, plus le collège des scientifiques, des associations environnementales.
Et il n'y aura qu'une seule structure consultative. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes consultatifs. D'ailleurs, très souvent, c'est les mêmes personnes qui siègent dans tous ces conseils consultatifs. Nous, on dit qu'il faut en faire qu'un seul pour que ce soit, encore une fois, plus cohérent et que ça nous coûte moins cher. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut noyer la coutume. Au contraire, on veut renforcer la coutume, mais au niveau des aires coutumières. C'est là pour nous que doit s'exercer le pouvoir des coutumiers. C'est au niveau des aires et des conseils d'aires. Aujourd'hui, les conseils d'aires, ils peuvent pas fonctionner aussi. Ils n'ont pas d'argent. Et donc, on doit renforcer les conseils d'aires avec des missions bien définies, avec des financements, du personnel, pour que, au niveau des conseils d'aires, il y ait des gens sur le terrain pour accompagner la jeunesse, pour éduquer la jeunesse, pour transmettre aussi l'histoire, les savoirs, perpétuer les savoir-faire. Ça, c'est important pour nous, mais on veut délocaliser ce pouvoir dans les conseils d'aires. Aujourd'hui, on estime que voilà, le Sénat coutumier, il y a des représentants, mais qu'ils n'arrivent pas à jouer leur rôle parce que les missions ne sont pas bien définies, et on veut au contraire renforcer tous ceux qui sont dans la proximité. Vous savez, le Sénat coutumier, c'est un petit peu comme le Congrès aujourd'hui. Les élus, ils sont loin des gens. Donc c'est bien qu'ils existent parce qu'ils définissent des stratégies à l'échelle du pays qui sont cohérentes. Ça, c'est plus intéressant quand ils sont... Mais après, il faut donner le pouvoir à ceux qui sont proches des gens. C'est les conseils d'aires pour la coutume, c'est les conseils municipaux pour gérer la vie des habitants au quotidien. Deuxième événement, il y a un appel d'Ensemble pour la planète à cette jeune génération, Youth for Climate. Vous vous êtes engagé aussi auprès de la jeunesse quand vous étiez enseignant pour pouvoir sensibiliser la nouvelle génération. Un mot sur ce mouvement-là, la transmission. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Quand j'ai géré le dossier environnement à la province pendant 5 ans, j'ai travaillé avec ces jeunes qui viennent chaque année manifester à l'appel de Greta, qui viennent manifester pour le climat. Ils ont raison. Ils ont raison, c'est eux qui vont vivre dans ce monde-là demain. Et franchement, quand on voit le rapport du GIEC, quand on voit les chiffres qui sont annoncés sur le réchauffement climatique, il y avait encore un article dans le journal avec UVA où l'eau, elle est tellement en train de monter que les tribus, elles sont obligées de reculer. Donc ça, c'est aujourd'hui finalement. Avant, on disait, c'est dans 50, 60 ans. Non, en fait, c'est maintenant. Et c'est nos jeunes qui vont vivre dans ce pays. Donc moi, je les comprends. Et même, je les encourage à aller manifester pour lutter contre le réchauffement climatique, pour faire valoir leurs idées, leurs droits. Parce que en le faisant, ils exercent une pression sur les politiques qui derrière mettent en place des politiques publiques. Et malheureusement, il faut cette pression de la société civile pour que les choses évoluent. Vous savez, dans le monde politique, il y a peu d'élus qui sont sensibles à l'environnement. Il y a beaucoup de belles paroles, mais il y a peu d'élus qui sont sensibles à l'environnement. Moi, je l'ai vu quand j'ai fait la loi plastique. Il y a des élus quand même qui n'ont pas voté la loi anti-plastique. Mais comment aujourd'hui on peut s'opposer à une loi qui interdit le plastique jetable? Il y en a qui l'ont fait, et c'était il y a à peine 3 ans. Donc il y a une conscience environnementale à acquérir, et donc moi j'encourage les jeunes, mais pas que à manifester les jeunes. C'est pas d'aller manifester et puis derrière de pas adopter les gestes qu'il faut, parce que les jeunes qui jettent les canettes ou qui polluent ou qui respectent pas, ça on en connaît aussi. Donc c'est pas juste d'aller manifester, c'est de mettre les actes derrière. Dernier événement, un autre rendez-vous. Cette semaine, il y a eu le décès de Colonna. Les indépendantistes appellent à aller devant l'État pour pouvoir être présents, manifester. Cette question, comment la République gère les Bretons, gère les Corses, gère toutes ces différentes spécificités. La République a un message qui va être porté par les indépendantistes par rapport à cet assassinat, c'est-à-dire le décès au niveau de la prison. Quel est votre regard là-dessus? Effectivement, les gens ne devraient pas mourir en prison. Après, je vais pas commenter. On sait tous pourquoi Monsieur Colonna s'est retrouvé en prison à perpétuité. Moi, je vais pas commenter cet acte-là. Bon, après sur ce qu'il faut que nous on voit au travers de cette histoire, c'est que l'État finalement apporte une attention particulière aux demandes des populations là où elles sont.
le président de la République a parlé de réfléchir à une plus large autonomie pour les Corses. Mais par contre, vous savez, les Corses, quand on leur pose la question, est-ce que vous voulez être vraiment indépendants? La réponse, elle est non. Hein. Les Corses, ils disent qu'ils veulent être plus autonomes, mais à aucun moment, ils veulent être lâchés par la France. Hein. Ils veulent plus d'autonomie, ça se comprend, parce que eux aussi, ils sont une petite île, et que pour être le plus efficace possible pour leur population, il faut qu'ils maîtrisent un certain nombre de compétences. Donc, ils revendiquent cette autonomie, mais certainement pas leur indépendance. Moi, c'est ça que je veux dire aux indépendantistes de chez nous, c'est qu'eux revendiquent une autonomie que nous, on a déjà finalement. Donc, le président de la République, il a dit qu'il allait avoir un programme pour chaque outre-mer. Il a un programme pour chaque région en métropole, il en aura un pour la Corse. Et on voit bien que dans la façon de faire d'Emmanuel Macron, ça évolue. On voit bien qu'il est à l'écoute de chacun et qu'il va y avoir une politique sur mesure pour chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron l'a redit d'ailleurs là dans une émission pour les Outre-mer. Ça y est, les référendums binaires, c'est fini. La Nouvelle-Calédonie, elle restera française et maintenant, on doit se mettre autour de la table pour construire un projet tous ensemble. Mais j'ai envie de dire aux élus indépendantistes, il faut arrêter de tenir des postures aussi extrêmes. Parce que quand vous dites à vos militants indépendantistes, quand vous leur faites croire qu'il peut y avoir un 4e référendum binaire, vous prenez des risques parce que c'est dangereux, parce que les loyalistes en face, les militants loyalistes, qui seraient prêts à construire quelque chose ensemble, mais eux aussi vont de nouveau avoir des positions extrêmes. Et le risque, c'est que les militants loyalistes, à un moment donné, disent « Mais finalement, cette idée de partition, là, parce qu'il y en a marre d'entendre que ils veulent un 4e référendum, ils veulent pas dégeler le corps électoral. Ben finalement, vous savez quoi, la partition, c'est peut-être pas plus mal, chacun chez soi. » Et moi, je dis aux indépendantistes, aux électeurs indépendantistes, est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est ça que vous voulez, qu'il y ait les militants loyalistes qui se radicalisent et qui finissent par dire, ben oui, allons-y, coupons le pays en deux? Parce que moi, c'est surtout pas ce que je veux. Moi, je veux construire maintenant avec tout le monde, et c'est ce que veut Génération. Mais plus les indépendantistes tiendront des positions extrêmes, plus en face, il va y avoir aussi une radicalisation. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, la seule solution qu'on trouve, c'est de couper le pays en deux. Et moi, je veux surtout pas arriver à ça. Donc, s'il vous plaît, maintenant que ces 3 référendums sont passés, mais tenons des discours moins extrêmes, moins radicaux, parce que sinon, forcément, ça va se radicaliser dans les deux sens, et on va se retrouver avec une Calédonie coupée en deux, et ça, il en est hors de question. Votre message est entendu, Madame Lina Julier de Génération NC. Tout à l'heure, nous avons commencé avec Amakal, Nouvelle Génération, Nouvelle Humanité, pour pouvoir lancer l'invitation, une invitation à tous les responsables politiques, nos différents responsables, à ce week-end. Un week-end où les journées mondiales des Baha'is, qui sont organisées du côté de Kouekara, où ils posent la question de la contribution individuelle de chacun pour construire une nouvelle société, le point de vue de Génération NC entre laïcité et la foi. Comment est-ce que vous modulez, comment est-ce que vous faites la part des choses sur la foi et la laïcité? Vous savez, la foi, ça appartient à tout le monde. Enfin, je veux dire, chacun est libre de croire en quelque chose de supérieur. Et puis, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est presque, on vit dans un monde où il faut parfois se raccrocher à autre chose, parce que parfois la réalité, elle est tellement difficile pour certains. Le futur qu'on nous annonce paraît tellement obscur. Guerre en Ukraine, crise Covid, le masque à porter toute la journée, le réchauffement climatique. Et moi, je comprends que y a une partie de la population qui a envie de croire à quelque chose de supérieur. Après, vous savez, moi, je pense qu'il faut séparer les deux débats. On peut avoir la foi en quelque chose pour après la mort, pour une meilleure vie pour nos enfants, un espèce d'espoir. Mais on peut aussi croire en la science
et au progrès scientifique. Et moi, je fais partie de celles qui disent que bah oui, je crois effectivement. J'ai pas envie qu'après ma mort ça s'arrête. J'ai envie de croire qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui va m'accueillir, qui va me pardonner mes péchés et qui prendra soin de mes enfants quand moi je serai plus là. Mais en même temps, bah c'est pas incompatible avec la science, avec la démonstration scientifique. Et moi, je pense qu'il faut aujourd'hui. Je sais que c'est difficile pour certains d'entendre ça avec tous les débats qu'il y a eu sur la vaccination, mais je veux dire aux gens qu'il faut écouter la science. Vous savez, les scientifiques, ils ont fait des études. Quand je dis des études, c'est pas à l'école, c'est qu'ils font des études sur des sujets. C'est leur métier, ils font de la recherche. Il faut leur faire confiance quand ils nous disent quelque chose. Effectivement, il y a des mauvais scientifiques, mais c'est comme dans tous les métiers. Qui n'a pas fait construire ça? Enfin, vous faites construire une maison, le maçon il est mauvais, bah la maison elle est mauvaise, mais ça veut pas dire que tous les maçons sont mauvais. Parfois, il y a des enfants qui tombent sur des instituteurs sciences, c'est pareil. Donc, il faut à un moment donné faire confiance aux gens dont c'est le métier. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en manque de confiance. On n'a plus confiance en nos policiers, on n'a plus confiance en nos fonctionnaires, et maintenant on commence à ne plus avoir confiance en nos scientifiques, et il faut pas, parce que les scientifiques, c'est ceux qui vont nous permettre de surmonter le réchauffement climatique, c'est ceux qui vont nous permettre de trouver des meilleures solutions pour vivre demain. Donc voilà, je pense qu'il faut pas opposer les deux. C'est pour moi, ça peut tout à fait être complémentaire. Le dernier mot vous appartient pour pouvoir terminer notre entretien. Moi, j'ai envie de dire aux Calédoniens de rester optimistes. Moi, j'ai toujours dit que la période qui s'offrait à nous, ça devait être considéré comme une chance et une opportunité de corriger nos erreurs. Et il faut que les Calédoniens en prennent conscience. Il n'y a nulle part dans le monde où on vous proposera à un moment donné d'écrire votre histoire. Et nous, on a cette opportunité. Il faut pas la gâcher. Et les discussions, faudra pas seulement qu'elles portent sur l'aspect politique et comment on va réussir à partager le pouvoir entre les indépendantistes et les loyalistes pour vivre en paix. Faut pas que le débat il tourne que autour de ça. Il faut aussi qu'on se préoccupe des gens, de leur quotidien. Et moi, j'ai peur que dans ces discussions, finalement, on soit aveuglé par ces tensions politiques et qu'on ne pense qu'à ça et qu'on oublie le quotidien des gens. Donc oui, bien sûr que ce dialogue, il va être éminemment politique, que chacun va devoir être responsable, et je le redis, ne radicalisons pas nos positions. Mais à côté, il va falloir être aussi pragmatique, parce que la Nouvelle-Calédonie, elle est endettée, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à produire des politiques publiques dans l'intérêt des gens, parce que les taxes, elles augmentent, parce que la vie, elle est chère, parce que les Calédoniens, ils en ont marre. Et donc, ce débat-là, faudra aussi qu'on en prenne conscience, et il va falloir accepter des solutions pragmatiques dans l'intérêt des gens. Quand on dit qu'il faut supprimer les provinces, ça veut pas dire qu'on dit aux indépendantistes mais en fait on n'en a rien à faire de ce que vous avez fait il y a 30 ans. Non, supprimer les provinces, c'est pour l'intérêt des gens, parce qu'on n'a plus de sous et qu'aujourd'hui il nous faut des financements. Voilà. Madame Léna Julien, merci beaucoup. Merci beaucoup André, c'est toujours très très sympa de venir à Djido. Merci à vous de nous inviter régulièrement, de pouvoir venir exprimer nos points de vue. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous propose pour